J'en ai assez, qu'on soit prisonnier d'un débat, médiatique et politique, raciste, qu'il s'agisse de passer son temps à parler, des femmes qui portent le voile, des théories, du grand remplacement et j'en passe. Et moi, j'avais envie de rappeler, les enjeux, vitaux auxquels, les habitants des quartiers populaires, sont exposés. Effectivement, je parle de vie et de mort parce qu'effectivement, dans les quartiers, on vit en moins bonne santé, moins longtemps. La concentration des difficultés dans les quartiers populaires, elle est toujours, la même. La sélection sociale à l'école, elle est parfois pire même. Les violences policières, les discriminations, l'antiracisme, on n'a pas avancé sur ces questions et en tout cas, dès qu'on essaye, on a en face de nous, notamment ces 5 dernières années, un gouvernement, qui va, méthodiquement, essayer de détruire tous les outils qu'on met en place et que ce ne sont pas de simples faits divers. C'est un phénomène, et c'est un sujet, politique. Il n'y a aucun hasard dans le fait que ces rixes aient lieu majoritairement dans les quartiers populaires. C'est évidemment, le résultat, dans ces quartiers de la concentration, de difficultés, de précarité, de surreprésentation de familles monoparentales, d'absence, d'enseignants, d'éducation, de psychologues. Moi, je suis toujours dans une position un peu d'équilibriste où il est hors de question que je silencie, l'homophobie, le sexisme qui existe, dans les quartiers comme ça existe ailleurs. Moi, ça me conforte dans l'idée que les premiers concernés, parce que, c'est un enjeu vital pour eux, parce qu'ils sont touchés dans leur chair, ont intérêt à investir le pouvoir pour faire de ces questions-là une priorité. Amis du café, amis du café, amis des quartiers, amis des luttes LGBT, de l'antiracisme. Vous entendez? J'ai lu un tweet ce matin disant que le café était très bon pour la mémoire. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour David, ça va très bien, merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Nadera Belletrèche et je suis candidate aux législatives Europe Écologie Les Verts, candidate d'ouverture, investie par la NUPES dans la 9e circonscription de l'Essonne. Je travaille au quotidien dans l'environnement, donc pour lutter contre la pollution atmosphérique et ça passe notamment par travailler sur, moins de dépendance à l'automobile et par développer, d'autres, modes, évidemment les transports en commun, mais aussi le vélo, la marche. On travaille aussi sur, le transport de marchandises pour essayer d'avoir moins de camions dans les villes et plus de modes doux, de mobilité électrique, et cetera. Vous êtes là aujourd'hui parce que on va parler évidemment de votre campagne dans l'Essonne, mais en fait vous avez plusieurs axes. En fait, en gros, si j'ai bien compris, 3 axes qui nous intéressent grandement l'antiracisme, les quartiers populaires et les luttes LGBT. Je pourrais même en ajouter un 4e, qui sont, les luttes contre les violences sexistes et sexuelles et les droits des femmes en général. Mais Ça, tout est lié, tout est lié. tout est lié. Voilà. Et alors justement, c'est comment vous liez les choses qui m'intriguent beaucoup, qui m'intéressent beaucoup. J'aimerais, si vous êtes d'accord, montrer en fait 2 minutes. Nous sommes le 7 mai à la convention NUPES. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voudrais vous parler de l'urgence sociale dans les quartiers populaires. L'urgence sociale dans les quartiers populaires, c'est une urgence vitale. On l'a vu pendant le Covid, avec une mortalité 2 fois plus élevée pour les personnes nées à l'étranger, dont les plus précaires vivent souvent dans les quartiers populaires et ont été les premiers de corvée. Oui, les habitants des quartiers populaires vivent en moins bonne santé et moins longtemps. Quelques chiffres. En Seine-Saint-Denis, on a 2 fois moins de chances de survivre à un arrêt cardiaque que dans les Hauts-de-Seine. Une étude de l'INED, parue en 2019, a révélé une surmortalité j'ai perdu la phrase, des jeunes issus d'immigration maghrébine de 2e génération. Le travail universitaire sur les causes de cette surmortalité et de manière générale sur les discriminations sera soutenu avec nous au lieu d'être considéré comme une menace contre la République. Dans les quartiers populaires, on cumule les difficultés. Logement exigu, insalubre, coût élevé d'une alimentation saine, métiers pénibles, manque d'accès aux soins. L'urgence sociale dans les quartiers populaires, c'est aussi une urgence écologique, car la dépendance à l'automobile y est souvent plus grande et qu'un certain nombre de quartiers sont à proximité d'axes routiers polluants. C'est une urgence pour l'accès à l'emploi, alors que dans certains quartiers, le chômage y est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est une urgence contre les violences.
Dans l'Essonne où je suis candidate, des adolescents sont morts dans des violences interquartiers, parfois même dans la même cité, car la précarité sociale des familles, des écoles fragilisées, le manque de soutien aux associations conduisent à briser des parcours et des vies. C'est une urgence contre le racisme, contre les discriminations à l'emploi, la stigmatisation, contre les théories meurtrières et nauséabondes du grand remplacement. Ayant grandi dans un quartier populaire de la banlieue parisienne, je connais cette violence et ces maux de l'intérieur. Je me suis engagée sur ces enjeux dès 2005, quand les quartiers populaires se sont révoltés après la mort de Zied Ebouna, mort électrocuté dans une centrale EDF, après avoir fui un contrôle de police. Et on sait que c'est lors de ces contrôles que les violences policières s'exercent le plus. Alors beaucoup d'habitants des quartiers populaires ne se reconnaissent pas dans les institutions et dans des partis qui ne leur ressemblent pas. Si je suis élue, je souhaite poursuivre ces luttes et avec l'Assemblée et les députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous porterons ensemble ces combats pour construire une France plus juste et qui nous ressemble. Merci. Je vous découvre ce jour-là, je me dis donc, quelqu'un qui évoque Zied Ebouna. D'ailleurs, vous auriez pu aussi parler de Muhittin, hein, le blessé grave, qui lui est resté en vie, mais qui a été blessé extrêmement, d'une gravité incroyable. Je me suis dit, c'est beau cette mémoire. D'où ça vous vient? Pourquoi vous évoquez ce passé? C'est un moment fondateur dans mon engagement politique. J'évoque ce passé parce que j'en ai assez, qu'on soit prisonnier d'un débat, médiatique et politique, raciste, qu'il s'agisse de passer son temps à parler, des femmes qui portent le voile, des théories, du grand remplacement et j'en passe. Et moi, j'avais envie de rappeler, les enjeux, vitaux auxquels, les habitants des quartiers populaires, sont exposés. Effectivement, je parle de vie et de mort parce qu'effectivement, dans les quartiers, on vit en moins bonne santé, moins longtemps. On a plus de problèmes de santé parce qu'il y a une accumulation des difficultés, des métiers pénibles, des heures passées dans les transports, une difficulté d'accès aux soins, une alimentation qui est pas toujours, saine parce qu'on n'a pas forcément les moyens de manger, bio, tous les jours. Une surexposition aussi aux jeunes, par rapport au risque de mort, violente, que ce soit dans des rixes, que ce soit, en raison de violences policières. Donc j'avais envie de parler de ces sujets-là et puis voilà, rappeler que mon engagement sur ces questions, date de cette époque-là, de 2005. Est-ce que, comme disait ce bon vieux Karl Marx, les conditions d'existence influencent le niveau de conscience? Très tôt, hein, avant 2005, dès l'adolescence, j'ai conscience, de vivre dans un quartier, enclavé, ghettoisé. J'ai conscience, des classes sociales. Je suis bonne élève, je suis dans un établissement, dans laquelle il y a une filière anglais-allemand où sont tous les élèves pardon, issus des pavillons. Il y a quelques pavillons autour du quartier. Moi, je suis dans cette classe. En gros, on n'est que 2 ou 3 à venir des quartiers. Tous les autres élèves viennent des pavillons. Et dans les autres classes, c'est exactement l'inverse. Il y a tous les jeunes des quartiers populaires. Donc moi, j'ai très tôt une conscience des classes parce qu'il y a que ceux qui appartiennent aux bonnes classes qui s'en rendent pas compte. Et j'ai cette conscience-là très aiguë, très jeune. Conscience aussi d'appartenir à un groupe social stigmatisé, à la façon dont les médias parlent de nous construisent, les médias, des éditorialistes, des politiques, nous construisent comme une menace. Pour la sécurité nationale, pour, l'égalité homme-femme, pour la laïcité, pour, l'identité de la France. Donc finalement, quand, Bouna et Zied décèdent dans les conditions dramatiques que l'on connaît, pour moi, c'est une étincelle sur un feu qui couve déjà, dans les quartiers populaires et en moi. Mais est-ce que vous considérez que depuis 2005, rien n'a été fait ou pas? Structurellement, les choses sont les mêmes. On a, ce que les Américains appellent redorer le ghetto, c'est-à-dire qu'il y a des programmes de rénovation qui améliorent, c'est vrai, les conditions matérielles, enfin extérieures, d'existence. Voilà, on repeint les murs, il y a des gros programmes de réhabilitation qui, en plus, des fois se font sans la concertation des habitants. Mais la concentration des difficultés dans les quartiers populaires, elle est toujours, la même. La sélection sociale à l'école, elle est parfois pire même. Les violences policières, les discriminations, l'antiracisme, on n'a pas avancé sur ces questions et en tout cas, dès qu'on essaye,
on a en face de nous, notamment ces 5 dernières années, un gouvernement, qui va, méthodiquement, essayer de détruire tous les outils qu'on met en place, que ce soit les réunions en non-mixité, que ce soit la recherche intersectionnelle, qui va dissoudre des associations antiracistes. Donc il y a encore énormément, énormément de travail. Mais est-ce que la gauche est la meilleure réponse? Alors la gauche n'est pas exempte du racisme. La gauche a été au pouvoir, elle a été dans les collectivités territoriales, elle a été au gouvernement. Toute la gauche n'a pas fait ce travail de déconstruction, effectivement, du racisme, de l'islamophobie. Et moi, c'est pour ça que je plaide aussi pour que, eh bien, des personnes des quartiers populaires investissent, les lieux de pouvoir à tous les niveaux. Je pense que la lutte, elle est dans la rue, elle est dans les manifestations, elle est dans les associations. Moi, j'ai un peu tout fait, mais elle est aussi dans ces lieux de pouvoir, pour imposer ses priorités à l'agenda. Il y a, vous le savez, il y a une colère, de moins en moins sourde et de plus en plus, éclatante, d'une partie, des militants, des quartiers qui considèrent que la NUPES, la NUPS, la comment vous dites-vous? NUP? Moi, je dis NUPES pour pas oublier le social, mais ouais, voilà. NUPES, Puis NUPS, bon, très c'est bien. bizarre, ouais, OK. Là, je prends par exemple un papier du Monde d'hier, élection législative, s'estimant peu représentés parmi les candidats, des militants des quartiers populaires déçus par la NUPES. Alors, évidemment, vous êtes le contre-exemple, vous êtes un des contre-exemples. Vous venez des quartiers, vous les représentez. Si j'ai bien compris, au premier tour de l'élection présidentielle, la Circo, où vous êtes, a voté à 40% perd Jean-Luc Mélenchon. Il y a une possibilité que vous l'emportiez, donc vous êtes un peu le contre-exemple. Et évidemment, vous ne portez pas à vous la responsabilité de toute la NUPES. Mais qu'est-ce que vous répondez à vos camarades de jeu qui disent bon bah vous nous avez demandé de voter pour vous au présidentiel et puis aux législatives vous nous avez mis un peu de côté. Moi, je réponds que je suis entièrement solidaire, que c'est pas parce que je suis une exception que je vais être un alibi. J'ai toujours refusé de Ouais, l'être. bien sûr. Ouais. Pour moi, ça n'a pas été facile d'être candidate. J'ai été à l'origine avec d'autres, d'une tribune qui a été publiée dans Mediapart où on appelait au renouvellement, urgent, de l'Assemblée nationale et à l'investissement, sur des circonscriptions gagnables de personnes, qu'on voit peu dans les lieux de pouvoir. Donc je pense aux jeunes, aux précaires, aux personnes LGBT, racisées, aux personnes handicapées. Passer le message qu'avec, aujourd'hui le score du Rassemblement national, si les partis de gauche, je dis bien tous les partis de gauche, hein, n'étaient pas en capacité, d'investir réellement des militants antiracistes, ce serait un point de non-retour pour beaucoup d'entre nous. Donc je comprends la déception et évidemment je soutiens leur démarche. Moi, je fais beaucoup campagne dans les quartiers populaires parce qu'on a un enjeu, important, de mobilisation dans ces territoires et je peux vous dire qu'on a soulevé un grand espoir, dans les quartiers populaires et que notre responsabilité, elle est immense pour pas le décevoir. Alors, dans cet article, hein, il est notamment question donc de ces militants qui ont monté un collectif qui s'appelle On s'en mêle, un réseau national d'acteurs de quartiers populaires, dans lequel en gros il y a deux reproches. Hein. C'est d'un côté l'invisibilisation de certains d'entre eux, et de l'autre, alors explique-t-il, hein, les seules candidatures ici des quartiers maintenues sont dans des circonscriptions jugées ingagnables. Hein. Sous-entendu, bon bah c'est un lot de consolation plus qu'autre chose. Bah, c'est ce que moi j'appelle la figuration, c'est-à-dire que c'est comme quand vous mettez une parité de façade, mais que vous mettez des femmes, sur des circonscriptions qui ne sont pas gagnables. Évidemment, quand on investit, les des candidates et des candidats, on a une idée effectivement de la gagnabilité des circos, même si c'est pas, totalement scientifique et heureusement d'ailleurs, mais on a une idée et c'est vrai que moi j'avais senti et d'autres que, devant, avec l'union qui est une très bonne chose, hein, que je soutiens totalement, on a senti que bon, un certain nombre de partis allaient devoir, réduire la voilure, donc et que, prioritairement ce sont les candidats, enfin plutôt les cadres des partis qui allaient être maintenus sur des circos gagnables. Or structurellement, et ça c'est vrai dans tous les partis de gauche, les cadres sont plutôt, des classes sociales dominantes, c'est-à-dire, des hommes, blancs, bourgeois, hétérosexuels. Donc nous, on a senti ce Vous parlez de moi là. rétrécissement, je veux dire. Entre autres. Donc voilà, et on l'a senti venir et c'est malheureusement ce qui s'est produit en partie, bon, même malgré quelques figures. Bon, hier encore, vous faisiez du porte-à-porte.
Est-ce que cette question-là, vous nous avez fait un sale coup, de temps en temps, elle apparaît? Alors Ou très honnêtement, pardon, dans oui. les quartiers où je suis, moi, dans l'Essonne, pas du tout. Non, j'entends beaucoup de désespoir, par contre, de gens qui ne croient plus du tout, en la politique, qui nous parlent, du bilan, de la gauche, mais il y a un espoir. Moi, je vois quand même un espoir qui est soulevé par la l'union, par la candidature de Jean-Luc Mélenchon, j les gens ont l'impression qu'enfin on parle d'eux, qu'ils sont un peu défendus, notamment, mais pas seulement, contre le racisme et l'islamophobie. Je vois beaucoup de gens en parlent, et notamment une communauté, d'origine maghrébine et musulmane qui est vraiment en souffrance sur ces questions. Il y a vraiment une fébrilité, une sensibilité, des gens qui nous disent, vraiment: «Ici, on en a marre, on est mal vus», d'autres qui me disent qu'ils veulent déménager, c'est vraiment, palpable. C'est quelque chose qui ressort beaucoup. On a beaucoup de problèmes, qu'on retrouve dans tous les quartiers populaires, d'inégalité d'accès, aux soins, aux transports, des violences policières, des rixes. C'est en Essonne, qu'1 quart des rixes, ont eu lieu, enfin 1 quart des rixes en France ont eu lieu. Donc il y a beaucoup de quartiers populaires et on y passe, beaucoup de temps puisque c'est effectivement dans ces quartiers que notamment, Jean-Luc Mélenchon a fait, les scores les plus importants. Et c'est aussi, là qu'on craint et puis aussi, chez les jeunes de 18-30 ans plutôt, une abstention parce que c'est ce qu'on observe, d'habitude, un décrochage important entre la présidentielle et les législatives avec une abstention, qui se fait souvent au détriment de la gauche. C'est quelqu'un qui a priori fait du porte-à-porte et qui disent que, 2 jeunes lui ont répondu: «On passe la journée à se faire insulter de sales arabes. Pourquoi on voterait pour ce pays?» Donc Moi, justement, je pense que la stigmatisation hyper violente, bon, qu'on connaît depuis très longtemps, mais qui, forcément s'accentue, pendant les périodes électorales et particulièrement pendant celle-ci, a au contraire entraîné un sursaut dans les quartiers populaires. Moi, je pense que, finalement, Éric Zemmour et d'autres ont contribué à créer, ce sursaut et cette réaction un peu de survie, des quartiers, d'un certain nombre d'habitants des quartiers, de se dire: «Mais on peut plus, continuer comme ça va trop loin». Donc je crois qu'au contraire, c'est mobilisateur. j'ai peur d'être un petit peu moins, sûr que vous par rapport à ça. C'est-à-dire que ce désenchantement, les NTM le chantaient déjà, à la fin des années 80, au début des années 90. En 2005, il a éclaté au grand jour. Le monde entier a vu pendant 3 semaines, ce que les renseignements généraux eux-mêmes avaient appelé le soulèvement populaire des quartiers, hein, donc avaient parlé de quelque chose de politique. Ce désenchantement, il est là depuis à peu près la fin des années 80, 70, pardon. Non? Vous pensez vraiment qu'il est grandissant là, maintenant? Le désenchantement, je pense que la campagne a été particulièrement violente. Je pense que, les théories du grand remplacement, Oui, bien sûr. l'obsession à parler du corps des femmes, notamment des femmes, musulmanes, qui portent, le voile. On a atteint quand même des sommets et on le voit dans le score de Mmh. l'extrême droite. Donc non, je pense que le problème s'est accentué et que comme dans beaucoup de crises sociales, de crises, médiatiques, politiques, ça suscite aussi, des réactions évidemment de défense, de mobilisation. Après dire que le désenchantement, n'est plus là, c'est faux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens n'y croient plus. Mmh mh. Et c'est une des principales difficultés qu'on a, de les convaincre qu'on n'est pas tous, et toutes, pareils. Moi, j'arrête pas de leur dire, en tout cas, que l'abstention profite, à la droite, à En Marche, qu'il ne manquera pas une voix, parce qu'eux vont venir défendre leurs intérêts économiques et que nous, voilà, on leur donne du pouvoir en s'abstenant. Mais c'est très difficile, on n'a pas de conquête sociale, importante, récente, à mettre en avant. Donc c'est des débats difficiles. Alors, admettons, vous êtes, Nadera Bellatrèche, vous êtes élue, vous êtes députée. Une loi Bellatrèche, ce serait quoi? Je pense que c'est pas une loi qui va résoudre les problèmes des quartiers. Je pense qu'il y a aussi une parole à porter, dans les médias, qu'on a un débat à ouvrir. Il y a nécessité aujourd'hui d'un contre-discours face à des théories racistes, et meurtrières et on a besoin de députés pour tout ça. Fifi Michu nous dit: «Si le racisme est aujourd'hui exacerbé par les capitalistes, pour qu'on oublie la lutte des classes, peut-on attendre d'un parti qui n'a pas de revendications anticapitalistes de mener une lutte antiraciste?»
Il est 9h30, vous avez 2 heures. Mais la lutte anticapitaliste, on la porte. C'est pas, moi évidemment, j'ai une approche intersectionnelle, parce que je considère que ce n'est pas un gros mot, qui effectivement, s'entremêle dans les discriminations, du racisme, donc vraiment lié à la race comme pas comme réalité biologique, mais comme construction sociale, mais aussi l'appartenance, aux classes sociales, le genre, l'orientation sexuelle et évidemment, le capitalisme et le racisme, sont liés, ils ont été construits, ensemble par l'exploitation, notamment des personnes, racisées. Donc pour moi, c'est indissociable. Moi, ça me conforte dans l'idée que les premiers concernés, parce que, c'est un enjeu vital pour eux, parce qu'ils sont touchés dans leur chair, ont intérêt à investir le pouvoir pour faire de ces questions-là une priorité. Pas bête, pas bête, pas bête. Borges Grassens. Pose la question qui fâche, évidemment. Est-ce que vous avez un moment senti le poids de la ligne laïcarde islamophobe du PCF ou de la France insoumise? Non, pas Vous allez dire non. non, non, alors, pas dans ma campagne. Par Ouais. contre, voilà, moi, je me suis déjà opposée à Fabien Roussel, publiquement, quand il a dit que Jean-Luc Mélenchon, touchait les franges, radicalisées, des quartiers. Je l'ai interpellé sur Twitter pour lui demander, ce que ça signifiait. Il faut quand même savoir qu'à l'intérieur des partis, il y a plusieurs lignes, y compris au sein du PCF, y compris, au sein de LV. Et moi, je crois que j'ai de la chance, ou en tout cas, je sais pas, peut-être que c'est pas dit devant moi, mais en tout cas, les militants qui font campagne avec moi n'ont pas ce type, de propos. En tout cas, moi, partout où je l'entends, je le combats. Question de sentier battant. Sentez-vous que la NUPES préfère répondre aux sentiers battants qu'on salue, préfère répondre aux fâchés mais pas fachos, plutôt qu'aux Français et Françaises appartenant aux minorités ethniques, religieuses, liées aux orientations sexuelles? Et si oui, donc que la NUPES préfère répondre aux fâchés pas fachos plutôt qu'à cela, est-ce juste une question de stratégie politique ou un choix politique assumé lié à une forme de domination? Je j'ai pas le même diagnostic par rapport à la NUPES. Je pense pas qu'on oppose, les fachos pas fâchés aux personnes, racisées, LGBT, et d'ailleurs je le vois encore une fois dans les quartiers populaires, si Jean-Luc Mélenchon notamment a réussi à soulever un espoir, c'est que, ces populations ont eu le sentiment qu'on s'est, adressé à elles, que, on les a pas oubliées, totalement, dans ce débat, donc voilà, moi j'entends qu'il y aurait dans l'électorat aussi effectivement de Jean-Luc Mélenchon, une partie qui serait compatible avec les idées du Rassemblement, national. Je pense pas qu'on ait été les chercher, ces gens-là avec des arguments, spécifiques. Heu, voilà, moi j'ai pas les éléments. J'entends dire effectivement qu'il y a, au sein du Rassemblement national, une frange très raciste, issue du parti historique de l'OAS, très antisémite, très islamophobe. Et puis d'autres, qui seraient plutôt dans une souffrance sociale et qui, eux, seraient plutôt compatibles, avec, la NUPES. Je pense que dans tous les cas, cette souffrance sociale, elle existe, elle est réelle et qu'il faut la traiter et pas opposer, comme on le fait, les habitants des quartiers populaires et puis une classe prolétaire, blanche, ça n'a aucun sens. Évidemment que les quartiers sont remplis, d'ouvriers, de classes, prolétaires et évidemment qu'il faut aussi s'occuper, des classes, prolétaires, qui ne sont pas racisées, blanches, pour le dire autrement, évidemment. Asparoc vous demande la transition dans les cités vers une légalisation du cannabis. Comment on peut techniquement faire transitionner d'emplois illégaux vers autre chose des populations dépendantes de ces revenus? La question qui se pose. Certains jeunes nous en ont parlé de ça, Ah ouais? bon voilà, il y a des expériences, il y a des politiques qui sont menées dans d'autres pays qui démontrent que ça permet d'avoir une consommation, moins dangereuse, d'accompagner, effectivement les consommateurs, les consommatrices, d'avoir des produits de meilleure qualité. Après, moi, la question que je me pose, c'est oui, effectivement, si demain, c'est légalisé, les causes qui amènent des jeunes à dealer seront toujours là. Donc ils dealeront autre chose. Donc c'est pas la légalisation qui va, répondre à ces problèmes, de jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui, voilà, se mettent à dealer. Un produit en remplacera un autre. Donc
faut quand même s'attaquer, aux causes, profondes. Et les causes, ce Ça sont lesquelles? résoudra pas tous les problèmes. C'est la déscolarisation, c'est, le manque de perspectives professionnelles, c'est la concentration des difficultés qui fait que, voilà, quand vous êtes un jeune des quartiers, vous avez sans arrêt des sollicitations, voilà, pour faire un peu pour avoir de l'argent facile, et voilà, quand, votre avenir, vous semble barré, qu'il y a des plafonds de verre, et bien, il y a des jeunes qui peuvent céder à cette apparence de solutions de facilité. Donc, comme toujours avec vous, paf, un projet, une association. Vous avez monté 1001 lesbiennes et queer qui œuvrent à visibiliser les minorités de genre issues de l'immigration. Et bien justement, c'est une question de Oxploxo. Comment sont reçues dans les quartiers populaires les luttes LGBT que vous portez? Les LGBT-phobies, elles existent partout, dans tous Bien les sûr. milieux, sociaux. Donc il y a évidemment, de l'homophobie, dans les quartiers populaires, mais il y a aussi des personnes LGBT, il y a aussi des alliés. En tout cas, pour les premiers concernés, c'est-à-dire, les personnes LGBT issues des quartiers populaires, cette nouvelle visibilité qui est permise par les collectifs comme, celui que j'ai créé. On a des personnes donc queer, effectivement issues de l'immigration de 17 à 50 ans, qui publient, leur parcours de vie sur, les réseaux sociaux, donc c'est accessible à tout le monde. Donc toute la trajectoire, la découverte, par exemple de son homosexualité, son questionnement sur son identité de genre. On parle aussi de l'exposition aux LGBT-phobies, au racisme. Il y a aussi, la marche des fiertés, qui désormais, est organisée, en banlieue, dans le 93. Toute cette nouvelle visibilité, elle permet, de donner, des rôles modèles, de donner des perspectives à des jeunes qui peuvent se sentir, isolés, et on sait que l'isolement tue. On sait qu'il y a beaucoup plus de suicides, chez les ados, LGBT. Donc sur ce sujet-là, je pense qu'on progresse, qu'on va dans le bon sens. Il y a encore du travail, mais ce travail de visibilité collective, il est hyper important. Pour reprendre, la formule du sociologue Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement. On a besoin de se raconter, on a besoin, de ne plus être, raconté par les autres. Et donc voilà, ça c'est un des travails que je fais, effectivement avec mon collectif Mille et une lesbiennes et queer. En dehors des quartiers, quand vous arrivez en tant que militante pour les droits LGBT, est-ce qu'il y a un côté double peine parce que vous venez des quartiers? Parce que déjà, en soi, c'est pas évident de faire admettre ça. Alors en plus, est-ce que le fait de venir des quartiers, ça vous condamne à être tout le temps dans la justification, dans l'explication, etc., ou pas? Je suis toujours dans une position un peu d'équilibriste où il est hors de question que je silencie, l'homophobie, le sexisme qui existe, dans les quartiers comme ça existe ailleurs. Et où en même temps, j'ai besoin voilà, de parler de ces sujets-là, mais sans récupération. Donc je passe quand même pas mal de temps à rappeler que c'est des luttes, qui sont universelles, et moi j'ai la chance d'être, ce qu'on appelle une transclasse, c'est-à-dire que j'ai, traversé plusieurs classes sociales, j'ai traversé, plusieurs milieux socioculturels différents, et je peux témoigner, que, les LGBT-phobies, elles existent, aussi, dans des milieux très favorisés, très croyants, et y compris, et de même pour le patriarcat et pour le sexisme. Je vous en ai parlé, j'ai aussi, lutté contre le sexisme dans le sport, notamment dans une association de volley-ball LGBT. Donc je citerai pas le nom parce que je suis là pour dénoncer des problèmes structurels et pas pour, revenir sur des cas particuliers, mais où voilà, on a essayé de mettre la parité dans une association sportive LGBT, et on a perdu le vote. Et ça se passe pas dans un quartier populaire de Seine-Saint-Denis. Donc voilà, donc je rappelle que ce combat est universel et qu'on doit le mener, partout. Merci infiniment aux auditrices, aux auditeurs, et puis, merci encore, pour l'invitation, et Ben, je j'avais vous été en prie. très très touchée par le message que vous m'avez envoyé à la fin de l'investiture. Je me suis dit: «Moi, ce discours a été un petit peu entendu et j'espère pouvoir le porter encore, un peu plus haut». Voilà.